Merci d'être avec nous. Juste peut-être, j'ai envie de dire à tous ceux qui sont parmi nous que bon, Med, on connaît Longchamp, mais petite présentation quand même. Allez, qui commence? Sur Club-Med au global. Une petite présentation sur toi et sur la boîte, très très rapide. Alors, je suis responsable omnicanalité au Club-Med et ma mission est double. Bien sûr, c'est d'un point de vue consommateur, faire en sorte que les échanges entre les canaux on et off seront le plus fluide possible. Et d'un point de vue Club-Med, c'est de maximiser chacun de nos canaux. Donc de faire en sorte que nos agences puissent suivre au mieux la relation avec leurs clients et que par ailleurs, quand quelqu'un vient sur notre site et veut être autonome, faire en sorte qu'il ait le moins d'efforts possible à faire et qu'il soit parfaitement autonome. Alors Caroline, Longchamp, belle maison également. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Si, ça va. Okay. Ça va. Donc, en effet, moi, je m'occupe de l'Omnichannel Global chez Longchamp. Alors, en termes de scope, c'est assez large parce que moi, je dépends de la communication et j'ai donc tout le média, les plateformes web, les sites web, les réseaux sociaux et le CRM. Alors, ça peut paraître large, mais c'est assez intéressant parce que justement, aujourd'hui, on va parler d'organisation. Et notre objectif, c'est d'essayer de connecter tous les points de contact du consommateur. On sait que ça paraît simple quand on le dit, mais c'est assez complexe à orchestrer. Et donc, le but du jeu, c'est d'être le plus fluide possible et le plus cohérent pour le client sur tous les points de contact, les boutiques physiques et le online notamment. Alors, juste avant de monter sur scène, Caroline, tu demandais c'est quoi en fait être mentor à part éplucher les centaines de dossiers que tu as dû te pencher pendant je ne sais pas combien de jours, Estelle. Peux-tu nous dire en fait pourquoi tu as accepté et pourquoi c'était finalement important pour cette thématique, tu vois, pourquoi elle était importante aujourd'hui dans le commerce connecté? L'omnicanalité est une thématique fondamentale. Au-delà d'être un marronnier, c'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations des retailers et également des consommateurs au quotidien. Donc on le voit dans les chiffres de l'étude Havas. Oui, on va passer peut-être la slide. Si, ça va venir. Voilà. Donc des chiffres qui nous disent que 78% des consommateurs français trouvent choquant que l'on ne trouve pas la même offre, les mêmes prix en ligne et en physique. Et c'est le cas pour 73% des consommateurs aux États-Unis et 84% des consommateurs en Chine. Mm-hmm. Donc on voit bien que choquant, c'est un terme fort. Mm-hmm. Et pour autant, les gens se sont clairement positionnés et de la même manière, avec la même force de par le monde. Donc mais ce ne sont pas des chiffres qui te choquent. Non, ce ne sont absolument pas des chiffres qui me choquent parce que l'omnicanalité est profondément au cœur du quotidien. Un refus de vente, c'est toujours une problématique, que ce soit pour un client ou pour un retailer. C'est le worst scénario. Par ailleurs, l'omnicanalité et les sujets sur lesquels on va échanger tout à l'heure sont des sujets qui, je pense, sont les bons, à savoir les organisations et également les stratégies entre canaux. Donc je trouvais particulièrement intéressant de travailler sur le sujet et d'échanger sur le sujet. Et puis enfin, pourquoi mentor? Aussi parce que ce sont des thématiques qu'on a quand même beaucoup travaillé au Club Med ces dernières années et donc qui me sont plutôt familières et que j'ai dans mon quotidien. Caroline et toi, donc du coup, toi tu es dans le même domaine, hein, omnichannel, marketing, voilà. Donc est-ce que ces enjeux, ça te parle, ces chiffres, ça te choque, ça te parle? Une réaction? Alors, ça me parle complètement et comme on le disait, on essaie avant tout de donner la voix du client et la voix du consommateur, en fait, je pense, dans nos rôles et dans nos métiers. On est dans des maisons qui ont des secteurs très différents, malgré tout, qui sont très orientés sur ses produits, son image de marque, etc. Et malgré tout, un client aujourd'hui qui va chercher sur un site internet le prix d'un sac ou le prix d'un voyage va attendre évidemment d'avoir le plus d'informations possible, une disponibilité, etc. Or, on le sait tous, c'est quand même relativement complexe à orchestrer. Moi, je vous parle d'un scope de 70 pays avec des assortiments produits
par pays qui sont différents et parfois vraiment très différents, avec des lignes entières qui sont présentes non pas d'un pays à l'autre, avec parfois des stratégies de prix différentes. Donc en fait, on fait face à la mondialisation, je pense, d'une part. Vous avez des clients qui sont des voyageurs, moi aussi. Et on fait face à l'aspect accès à l'information constant, le téléphone mobile, la recherche, etc. Donc tout ce qui paraît évident et simple est finalement pour une entreprise très complexe à mettre en œuvre. Nous, on a 30 000 refs. Je ne sais pas, votre catalogue doit être encore plus élevé. Et en fait, tout ça ne fait que grimper la complexité, ce qui était moins visible avant, finalement, lorsqu'on avait accès à moins d'informations. Donc face à ces enjeux-là, l'entreprise doit absolument s'aligner. Et on le verra en termes de stratégie de canaux. Nous, on est aujourd'hui plutôt dans une stratégie tout doit être partout et avec le même taux de disponibilité, sauf sur certaines lignes. Et après, parfois, certains autres secteurs vont avoir une stratégie de dire finalement, le online, ce n'est que pour la recherche d'informations et je vais driver ma vente en boutique, ou vice-versa d'ailleurs. Donc ça va au-delà du click and collect et de la vente en ligne, parce que souvent il y a des conceptions dans la tête quand on parle d'omnicanalité. Et donc justement pour revenir au talk aujourd'hui qui s'intitule Stratégie omnicanale, tout commence par une organisation agile. L'agilité, un mot qu'on entend tout le temps, partout. Donc comment est-ce que vous procédez pour favoriser l'omnicanalité au sein de vos organisations respectives? Peut-être Estelle. Ouais. Du coup, je vais vous raconter un peu comment on a travaillé sur l'omnicanalité depuis ces 2 dernières années. Tout a commencé par une étude fondatrice qui a décrit les parcours clients, puisque il y a 2 ans, tout le monde se faisait sa propre opinion sur le parcours, selon son métier, selon son département. Et il a fallu du coup aligner les gens sur des chiffres officiels, une analyse robuste qui nous a permis de décrire nos parcours. Et nos parcours gagnants, aujourd'hui, c'est en moyenne 9 points de contact et 130 jours. Donc ça a permis de montrer toute la complexité des parcours et l'enjeu du collectif. C'est quand vous êtes sur 9 touchpoints, il n'y en a pas un qui emporte la mise, c'est du collectif et le collectif est essentiel. Au-delà de l'étude Quanti, on a aussi voulu mettre une couche quali et on a fait une étude de nos calls et de nos chats pour comprendre ce qui se disait et pour comprendre pourquoi les gens passaient parfois d'un canal à un autre et entre autres du site à nos agences au téléphone. Et on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait un manque d'infos produits sur des thématiques qu'on n'avait pas identifiées, par exemple. Donc, ça nous a aussi permis d'être plus clairs sur les stratégies à avoir d'un canal à un autre. Et cette étude a vraiment été le socle à ensuite l'élaboration de la stratégie que l'on a faite dans la foulée et où on a identifié un nombre conséquent de projets à mettre en œuvre. Parfois des projets très significatifs comme la refonte de la téléphonie ou des choses plus simples à gérer. Du coup, il nous a fallu une instance pour gérer cette multitude de projets, ces multitudes d'équipes. Et on avait tout en même temps. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on avait un projet d'entreprise qu'on a toujours, qui s'appelle Destination 2021, et qui a pour objectif d'accélérer la croissance et d'atteindre 1,3 milliard. Et du coup, on a intégré ces projets dans ce projet d'entreprise, et ça a parfaitement fonctionné. Et la 3e brique, c'est le changement d'organisation pur, puisque, entre autres, on a regroupé tous les canaux de vente dans la même direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le web, vous avez les call centers, vous avez les agences qui dépendent de la même direction. Et c'est essentiel à la fluidité des actions et des décisions. À titre d'exemple, on a des options sur notre site internet qui nous dégradent notre taux de conversion sur le site. À l'inverse, ces options boostent le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Si vous avez des directions différentes, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ouh là là, non, moi, je ne veux pas tes options parce que sur le web, ça dégrade. » Et l'autre personne qui va dire « Ah bah si, parce que je pense que d'un point de vue global, on est gagnant. » Donc là, déjà, on a la même personne qui arbitre et c'est tout le temps le cas. L'autre avantage d'être tous au sein d'une même direction, c'est la porosité des échanges.
on a des séminaires, on a des réunions communs, on se connaît et les équipes digitales connaissent les agences et vice-versa. Et ça permet vraiment d'évangéliser et dans les deux sens. C'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que oui, auparavant, le digital était vécu comme le grand méchant loup qui allait manger les agences. On a travaillé dessus, on a échangé, on se comprend. Et par exemple, les agences sont aujourd'hui des formidables lanceurs d'alerte. Si j'ai des gens en interne qui me disent que tout fonctionne sur le site, mais que mes agences me disent qu'ils n'arrêtent pas de recevoir des appels, je vais plutôt me dire que mes agences ont détecté quelque chose d'important et que je dois les écouter. Donc cette proximité, elle est ultra enrichissante, ultra intéressante. Et le troisième volet qui est intéressant quand on est au sein d'une même direction, c'est qu'on partage les mêmes chiffres, les mêmes datas, et que donc quand on se parle chiffres, performance, on est sur le même socle et on se parle la même langue. Donc c'était important de fluidifier un peu tous ces échanges entre ces différents acteurs pour travailler. Exactement, c'était même essentiel parce que c'était des départements qui ne se parlaient pas, qui ne se rencontraient pas, alors qu'on a tellement de choses à partager. Ça c'est sûr. Et comment ça se passe chez toi Tout à fait. Alors sur ce sujet, il y a tout un tas de questions et je le disais tout à l'heure, la priorité c'est remettre le client au centre de nos préoccupations parce qu'après tout, c'est lui le boss. Donc, je pense que la structure Longchamp est peut-être plus petite à une échelle plus petite. Et en fait, on a eu la même stratégie. Bon, les chantiers sur les parcours clients, je crois qu'on les connaît tous. Et ils permettent, encore une fois, de remettre les vrais enjeux au cœur du sujet. On n'a pas dit le mot, mais finalement, on entend beaucoup agilité, mais on entend aussi beaucoup casser les silos dans ces sujets. Et donc, c'était tout l'enjeu, en effet. Donc nous, on n'a pas nommé notre projet Destination 2021, je trouve ça très bien. On a juste conçu une task force omnichannel qui est pluridisciplinaire et qui fait converger beaucoup d'enjeux. On a aligné tous les KPIs, ce qui est aussi très important, donc que ce soit le retail, la com, l'IT, puisqu'ils sont quand même ultra apporteurs dans ces projets-là. Et une fois qu'on a délimité, on a une trentaine de projets qu'on a organisés dans des roadmaps avec des owners, des product owners sur les projets, aligner les KPIs, aligner les roadmaps. Et ensuite, on se rencontre relativement régulièrement. Pour moi, la complexité la plus importante, c'est en effet casser les silos, non pas uniquement dans l'organisation, mais les vrais silos humains, qui est un vrai challenge, ça c'est certain. S'aligner sur les KPIs et les facteurs clés de succès. Et puis ensuite, vraiment respecter les roadmaps, parce qu'en fait, on sait que tous ces projets font grimper la complexité, et vraiment font vraiment beaucoup grimper la complexité. Et ce qui est plus difficile encore, c'est que les projets sont souvent des adhérences entre eux. Donc un projet qui prend du retard a un effet domino sur le reste, et dans cet écosystème, tout est extrêmement intégré. Vous parliez de click and collect, on met en place les réservations. Donc pour faire les réservations, il faut que les états de stock soient parfaits partout, en temps réel. Et donc Dieu sait qu'on sait que c'est compliqué d'avoir un état de stock parfait et mondialisé. Alors voilà, en fait, tous ces enjeux qui sont très, comme vous le disiez, conversation un peu sociétale, derrière c'est de la technique, c'est de la précision, c'est des tuyaux. Et c'est des niveaux de complexité quand même ultra élevés, mais on arrive à avoir de la performance quand on arrive à tout aligner, et c'est assez stimulant. Et dans le descriptif du talk, en fait, on parle aussi beaucoup du digital. Donc, une stratégie omnicanale performante passe par cette capacité justement des entreprises à faire grandir le digital. Bon, là, ça fait appel à des savoir-faire, mais aussi aux compétences des réseaux physiques. En fait, Caroline, vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça a été un pilier important, c'est primordial ? Alors, en effet, on est à un événement qui s'appelle Retail Week. Moi-même, j'ai un parcours pur digital et j'étais pas du tout une pro du retail auparavant. Et là, depuis quand même pas mal d'années, j'étais aussi dans un autre groupe de luxe auparavant. Je passe beaucoup de temps dans les boutiques. Et en fait, c'est l'enjeu vraiment prioritaire. Le métier de vendeur change aujourd'hui, et a fortiori encore plus le métier de vendeur de luxe peut-être. C'est quelqu'un qui doit savoir chatter avec ses clients, qui doit savoir bien répondre au téléphone, bien écrire, et en même temps prendre une commande en ligne, et en même temps gérer son stock. Donc ce métier change.
Et quand on parle de casser les silos, d'agilité, on parle aussi d'accompagnement du changement. Donc pour être très concret, nous on a mis en place un projet qui a été vraiment emblématique et pourtant qui n'a pas été un projet si complexe. C'est de mettre à disposition sur nos sites internet un petit chat qui est géolocalisé et qui permet aux visiteurs des sites web de contacter les vrais vendeurs dans la boutique selon leur géolocalisation. Alors ça paraît simple, tout le monde parle des chatbots. Ce n'est pas un chatbot et c'est pas un robot qui répond. C'est une vraie. Alors voilà, on est dans le luxe. Le luxe, c'est de rencontrer des vraies personnes et de parler à des vraies personnes. Et a fortiori dans sa langue et proche de soi. Et en fait, c'est un projet qui concrètement a vraiment cassé cette fameuse frontière on et off qui existe encore énormément. Hein. Il y a encore beaucoup d'endroits où il y a l'e-commerce d'un côté et les boutiques de l'autre, ce qui est quand même assez dramatique en général pour le business. Et donc, en fait, au cœur de ça, il a fallu former les gens, donc faire des projets pilotes et surtout incentiver les vendeurs sur la part du business réalisé en ligne. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, hein, je crois qu'on le sait tous. C'est qu'il faut être capable d'incentiver sur les business omnichannel. Donc on ne parle plus de on, on ne parle plus de off, on parle d'une vente qui a été réalisée par quelqu'un. Et ça, souvent, même au niveau des systèmes comptables, c'est hyper complexe. Donc voilà, je pense aligner les KPIs, donner les objectifs sur les bons chiffres et les mettre en œuvre, c'est quand même le facteur clé de succès au final. Et Club Med, c'est pas la même taille, mais ça doit être aussi complexe, j'imagine. Je partage complètement beaucoup d'enjeux que Caroline vient d'évoquer. On a une conviction au Club Med, c'est que le digital est au service de l'humain et doit servir à ce que l'humain ait moins d'efforts à faire et à valoriser l'humain. Dans ce contexte, on a lancé récemment un grand projet de transformation et d'évolution de nos forces de vente, et avec pour objectif que nos conseillers deviennent vraiment des designers d'expériences de voyage et puissent fournir à nos clients des expériences vraiment personnalisées. En parallèle, on a beaucoup investi sur notre réseau et on a par exemple développé des appartements boutiques, ce qui permet d'échanger de manière qualitative dans des superbes lieux. Je vous invite à aller à Passy ou aux Champs-Élysées. Et ça, c'est important. C'est important qu'au-delà de la force de vente, l'environnement soit propice à la qualité et à une expérience maximisée. Et l'autre point qui est très important, bien sûr, c'est les outils digitaux. Les outils digitaux doivent vraiment évoluer en même temps que les forces de vente, pour justement leur dégager tout ce temps qualitatif qu'ils doivent avoir et tout le temps qui doit être passé avec le client. On a, nous, de notre côté, beaucoup investi sur le CRM. Donc on a un nouvel outil plus performant, mais aussi un nouvel outil qui a les mêmes interfaces que notre site Internet, ce qui permet à nos agents d'être assez proches de l'expérience de leurs clients. Et de la même manière, on développe beaucoup de fonctionnalités sur le site pour que nos clients soient autonomes, mais aussi pour que, par exemple, sur un paiement de solde, on trouve ça plus intelligent que ça se passe sur Internet, que ce soit nos vendeurs qui travaillent à ce paiement de solde, qui, dans l'absolu, pas forcément une tâche à très haute valeur. Donc les fonctionnalités développées sur notre site, elles sont bien sûr clients, et quand c'est aussi intéressant pour nous, c'est bingo. Pour compléter tout ça, je rejoins Caroline, on va pas se mentir, c'est que c'est compliqué de transformer et que transformer sans toucher à la rémunération paraît complexe. Nos forces de vente, elles ont de plus en plus de back-office à gérer, de l'insatisfaction, du SAV à faire. Et alors qu'on pouvait être avant dans des systèmes uniquement rémunérés à la productivité, aujourd'hui, ça paraît très complexe, sachant que la qualité de la relation est au centre et le nerf de la guerre. Oui, la réactivité et personnalisation, donc ça devient compliqué finalement pour pouvoir répondre en temps réel. Exactement. En fait, on transforme, ce que disait Caroline, on est en train de transformer vraiment les métiers de la vente, c'est-à-dire qu'on ne demande pas juste de répondre à quelqu'un, on demande de prendre toutes les infos en amont, d'avoir la vue 360 sur le client, de pouvoir anticiper, de pouvoir du coup bien conseiller, de servir des outils digitaux. Nous, sur notre CRM, on a un lien, par exemple, qui permet de savoir où la personne est sur le site Internet
Donc on demande à une force de vente d'utiliser, de s'adapter et du coup de personnaliser au mieux la relation, ce qui est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on demandait avant. Ouais, finalement, on a l'impression quand même que c'est un chantier. Hein. Il y a pas mal de choses à faire, c'est pas simple. Donc peut-être les gens qui sont dans la salle seraient intéressés, enfin se posent certainement la question de se dire, ok, comment on fait si on veut mettre en place une stratégie omnicanal performante, vous qui êtes actrice dans vos organisations, peut-être des conseils pratiques, je sais pas par où commencer, ou alors mais des choses vraiment concrètes pour ceux qui et celles qui nous écoutent. Moi, je dirais déjà de donner du sens. Parce que si on ne donne pas du sens aux gens avec qui on travaille, ça ne marchera pas. On est en train de vraiment transformer les métiers et si on ne dit pas pourquoi, comment et dans quel contexte, on s'expose à de grandes difficultés. Et un deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir des roadmaps pragmatiques. Aujourd'hui, on a pléthore d'offres, pléthore de possibilités pour se faire développer l'omnicanalité et c'est pas on a l'embarras du choix justement. Et il faut savoir se freiner, il faut savoir hiérarchiser, il faut savoir prendre des décisions d'arrêter les choses qui ne marchent pas, de piloter et de ne pas toujours s'en mettre plus pour s'en mettre plus, mais de le faire de manière très pragmatique et raisonnée. Et Caroline, toi, tu dirais quoi? Tout à fait. Alors, bon, je crois qu'il y a déjà des éléments convergents dans ce qu'on a pu expliquer. Partir des parcours clients, on parle des parcours clients gagnants et aussi voir quels sont les projets les plus rapides et fédérateurs qui vont augmenter la valeur. Donc, typiquement, pour faire des choix sur sa roadmap, on parle des parcours clients gagnants, mais il y a aussi ce qu'on appelle, vous voyez, les pain points. Donc, quand même, quand on arrive à lever un pain point, c'est qu'on sait qu'on va générer de la valeur avec cette approche-là. Et nous, on a des matrices qui permettent de lister les projets, leur complexité, leur budget et le ROI potentiel qu'on peut faire derrière. Donc, tout ce qui est dans la catégorie facile, pas cher, rapide et bon ROI, évidemment, passe en premier. Tout ce qui est un peu plus complexe, mais qui va apporter beaucoup de ROI, est priorisé. Et puis, les choses très complexes, très chères, peu de ROI, on ne fait pas. Donc ça, je pense que c'est très pragmatique. Complètement. En effet, ensuite, je pense que la pédagogie interne, c'est clé. Donc, on l'a parlé de task force, de projets transverses. Concrètement aussi, moi, je connais des maisons, nous, on n'en est pas là, qui ont mis tous les parties prenantes sur un plateau avec des digital factories où il y a de l'IT, de l'UX, du commercial. Donc, on sait que ça marche bien quand même, d'insuffler de l'esprit un peu start-up, parfois dans des maisons un peu à l'ancienne. Et puis, dernier point, suivre les KPIs et suivre les projets. Donc, comme vous le disiez, est-ce que ça a rapporté du succès ou pas ? Est-ce que ça mérite d'être continué ? Est-ce que ce projet pilote qu'on a fait pour faire un projet pilote a vraiment rapporté de la valeur ou pas ? Et ça, c'est clé. Et donc, le suivi régulier des KPIs, je pense, aide vraiment à piloter les roadmaps pour pas constamment changer de direction. Donc, dans le luxe, c'est aussi les mêmes enjeux finalement, un peu les mêmes problématiques dont tu parlais, Estelle. Il n'y a pas une grosse différence quand il s'agit de cette thématique d'omnicanalité? Alors, peut-être je peux en trouver une, et je pensais aussi à notre réflexion sur le retail. On parle d'expérience, on est tous à se poser des questions de dire comment on va faire pour augmenter le drive to store, et c'est un vrai enjeu. Peut-être la différence pour le luxe, parce qu'on voit bien, c'est un peu les mêmes méthodologies, les mêmes approches, c'est que moi, j'ai aussi pas mal de projets d'image qu'on met en œuvre et qui sont plus court, one-shot, image awareness. Par exemple, en ce moment, on a un projet de réalité augmentée dans les boutiques. Je vous invite à venir découvrir. Voilà, il ne s'agit pas que tous nos vendeurs soient des experts en réalité augmentée, vous vous en doutez bien. Donc, c'est peut-être cette petite différence. Et aussi, je dirais, la gestion des événements. Moi, j'ai aussi une partie image et com dans mon scope, où voilà, on va digitaliser des événements, créer des contenus sur ces événements, mais qui ne sont pas dans le cœur de métier du retail, mais qui participent à l'animation et au drive to store du retail. Estelle, peut-être, comme tu es la mentor, je te laisse le mot de la fin. Alors, t'aimerais dire quoi? Ce que tu veux. Ce que je veux. Non, j'aurais envie de dire que l'omnicanalité, c'est
un peu fourre-tout parfois et que du coup, il faut être assez pragmatique, s'appuyer sur des bonnes équipes et avoir des couteaux suisses et que c'est un formidable challenge pour toute entreprise, mais que ça prend du temps, de l'énergie et qu'il faut s'accrocher et que tout n'est pas toujours parfait, mais qu'on y arrivera un jour. Bon, il nous reste 2 minutes, peut-être une question. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait... Oui, on a une question au 2e rang, s'il vous plaît. Donc, je vous demanderai juste de vous présenter et ensuite de poser votre question. Merci. Bonjour, je suis Barbara Danan. Je fais du consulting dans l'accompagnement des marques sur leur stratégie opérationnelle, marketing et commerciale. Ma question, c'était par rapport à vous chez Longchamp. Vous avez donc parlé d'un think tank que vous avez mis en place. Vous avez fait appel à quelqu'un d'extérieur avec une expertise pour mettre cela en place, ou vous avez fait appel aux forces internes de chacun des services. Et qui était autour de la table finalement? Bon, bien sûr des décideurs, j'imagine, du top management, mais les UX, les acteurs, qui d'autre? Tout à fait. Alors, je vais répondre. Déjà, d'une part, ça n'était pas un think tank, parce qu'un think tank, normalement, ça ne fait que donner des idées, mais là, c'est vraiment une task force avec qui on a co-construit la roadmap, mais avec qui on est en train de l'exécuter. Donc, c'est quand même une partie très différente. Et en effet, votre question rejoint de qui on met dedans, comment on embarque aussi les forces motrices de l'entreprise. Donc, typiquement, nous, on a mis quelques retail managers dès le départ dans la task force, puisque c'est clé. On parlait de l'importance dans le retail d'embarquer la force de vente en digital. Il y a aussi cette notion de former et aussi de créer des ambassadeurs locaux qui vont pouvoir, eux, essaimer à leur niveau. On a par ailleurs toute la digitalisation des boutiques qui est une partie très importante. Donc la vente sur les tablettes, le CRM sur les mobiles, etc. Donc il y a pas mal de retail. Je l'ai dit, l'IT, la com, grosso modo, c'est quand même vraiment les personnes très impliquées. Et ensuite, on s'est fait accompagner d'un cabinet de conseil spécialisé sur l'omnichannel, notamment pour aligner un petit peu toutes les forces en présence, c'est toujours assez utile. Et puis surtout, nous aider chaque année à faire un point sur les KPIs, là où on en est, les repriorisations, etc. En revanche, ensuite, les projets sont quand même vraiment menés de l'intérieur. Et d'ailleurs, je pense que l'internalisation est un sujet important par rapport à l'omnichannel. Sur pas mal de sujets aujourd'hui, les entreprises, les maisons internalisent beaucoup de sujets qui étaient externalisés auparavant. Et donc vient la question des profils, de l'organisation et de comment on caste tous ces gens-là. Écoutez, je vous remercie, mesdames, Estelle, Caroline. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être parmi nous déjà et de répondre aux questions.